va pouvoir commencer. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Mes meilleurs vœux pour cette année. J'espère que ce sera une année riche en développement durable. Allez, soyons optimistes. On va donc tout de suite commencer cette troisième session de l'accélérateur PME. Donc, aujourd'hui, on va parler de droits humains, on va parler d'inclusion, on va parler d'anticorruption et on va parler de RGPD. Donc, c'est un programme qui est assez dense, vous allez le voir. J'ai le plaisir de ne pas être seul à présenter cette session. On a l'occasion de voir intervenir Morgane Lausson, qui est avocate Compliance Data et RSE dans le cabinet TGS, France Avocat, qui est d'ailleurs un prestataire référencé par le Pacte mondial Réseau France pour accompagner les adhérents dans leur démarche RSE. On a aussi Anthony Ratier qui interviendra, qui est notre responsable droits humains et éthique donc au sein du Pacte mondial Réseau France. On a Cécile Demeute, qui est notre chargée inclusion et ODD au Pacte en France. Et enfin, je suis toujours là, malheureusement, Émile Ezedi, donc en charge de la prospection et de l'expertise PME au Pacte mondial en France. Comme à chaque fois, vous avez l'opportunité, l'occasion de poser vos questions à travers ce petit symbole en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas au cours de cette session à poser vos questions. On y répondra à la fin de la séance ou au fil de l'eau, si on en a l'occasion. Donc, voici le programme de la journée. On va débuter par une petite introduction et quelques rappels sur la session précédente qui remonte un peu, qui était avant les vacances et qui avait pour thème le climat et la biodiversité. On va ensuite donc rentrer dans le vif du sujet en parlant, en définissant les droits humains. On va également parler des textes de référence qui encadrent ce sujet. On va ensuite parler des enjeux d'inclusion, notamment de l'égalité femmes-hommes. On aura ensuite une petite pause de 5 minutes comme à chaque fois. Et ensuite, on traitera les sujets anticorruption et RGPD. Je pense que ça vous intéressera beaucoup et ce sera plus pratique également. Et enfin, on aura une petite conclusion, les prochaines étapes et aussi une session de questions-réponses. Petit rappel aussi de la timeline du calendrier. Donc, on est à la troisième session de cet accélérateur donc sur le sujet qu'on vient d'aborder. Ensuite, on passera au module 2. Cette session va clôturer en fait le module 1 qui était pour rappel sur une meilleure compréhension, une meilleure connaissance des grands enjeux du développement durable. On passera donc ensuite au module 2. On en parlera un peu à la fin de la séance, mais ayez en tête en tout cas que ce module 2 sera plus opérationnel et qu'il impliquera également un travail de groupe entre entreprises. On en reparle à la fin de la séance. Donc, petit rappel rapide sur la session précédente. Donc, pour rappel, c'était sur le climat et la biodiversité. On avait donc vu que les activités humaines rejettent et ont rejeté des quantités impressionnantes de gaz à effet de serre, ce qui a eu pour effet d'amplifier le phénomène naturel d'effet de serre et donc de réchauffer la planète. On a également vu que certains pays et certains secteurs émettaient plus de gaz à effet de serre que d'autres, ce qui ne veut pas dire que tous les secteurs ne doivent pas agir ou que certains secteurs ne doivent pas agir, mais qu'il y a une responsabilité parfois différenciée d'un pays à l'autre et d'un secteur à l'autre. On a vu que pour limiter le réchauffement climatique et éviter donc les conséquences qui étaient catastrophiques, que les entreprises devaient rapidement et fortement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, qu'elles étaient bien évidemment invitées à agir comme les États. On a également vu donc, sur le sujet biodiversité que la biodiversité déclinait, que de plus en plus d'espèces étaient menacées d'extinction et que ce déclin avait également, au même titre que le réchauffement climatique, des conséquences sur la vie humaine. Et enfin, encore une fois, on a vu que les entreprises avaient un rôle clé à jouer en réduisant leur pression sur la biodiversité et en recréant des espaces favorables à la biodiversité et également, enfin, en intégrant ce sujet dans leur stratégie d'entreprise. Voilà pour les rappels de la session précédente. Et ça nous permet d'ailleurs de faire un lien intéressant, encore une fois, avec ce cadre des 10 principes que vous connaissez désormais, donc les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies. La fois dernière, on a vu les sujets liés, du moins en lien avec le principe 7, 8 et 9, donc en lien avec les sujets environnementaux. Mais il ne faut pas oublier, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent, que le développement durable, ce n'est pas uniquement les sujets environnementaux, et encore moins uniquement les sujets climatiques. En fait, le développement durable, ça intègre également, et d'ailleurs ça intègre fondamentalement en son cœur, une partie humaine, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit très bien avec les 10 principes du Pacte mondial. On a bien évidemment 3 principes afférents aux sujets environnementaux. On a également les principes 1, 2 et 3 à 6 qui sont directement liés aux droits de l'homme. On va le voir un peu plus tard, mais ce sont donc des sujets sociaux, des sujets humains qui sont au cœur de l'approche du développement durable. D'abord, comment on définit un droit humain? C'est une très bonne question. On va commencer d'abord par une petite citation de Nelson Mandela qui est assez belle. Donc Nelson Mandela a dit « Priver les gens de leurs droits fondamentaux
revient contester leur humanité même. Et c'est assez vrai, en fait. Pourquoi? Parce qu'un droit de l'homme, enfin les droits humains, on peut dire les deux, hein. On privilégie les droits humains. En fait, ce sont un ensemble de principes et de normes qui garantissent la dignité humaine, la liberté et l'égalité de tous les individus, quelle que soit en fait leur nationalité, leur sexe, leur religion, leur revenu. Ces droits de l'homme ont des caractéristiques, il y en a 4 là qu'on a citées. Ils sont d'une part universels, c'est-à-dire qu'ils sont applicables à tous les individus où qu'ils soient. Ils sont ensuite indivisibles, c'est-à-dire qu'ils sont d'égale importance, chaque droit est d'égale importance vis-à-vis de l'autre. Enfin, ils sont interdépendants, c'est-à-dire que l'amélioration d'un droit facilite le progrès des autres et inversement, la privation d'un droit a un effet négatif sur les autres. Et enfin, ils sont inaliénables, donc c'est un mot un peu compliqué, mais qui veut dire qu'en fait, ils ne peuvent pas être perdus, même volontairement. En fait, on ne peut pas retirer un droit humain à un individu. Donc, les droits de l'homme incluent, par exemple, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la liberté d'expression, à la liberté de religion. En fait, la liste n'est pas arrêtée, elle n'est pas établie une fois pour toutes et elle s'augmente régulièrement de nouveaux droits. Donc, les droits de l'homme sont le produit d'une évolution historique, qui d'ailleurs se poursuit aujourd'hui, on le verra un peu plus tard. Les États ont un rôle fondamental à jouer pour faire respecter, pour faire appliquer les droits humains, les droits de l'homme, notamment à travers les lois qu'ils mettent en place. Mais vous, entreprises, avez également un rôle important à jouer. En fait, les entreprises ont deux rôles. D'une part, ils ont l'obligation de respecter les droits humains dans leurs activités, dans leur chaîne de valeur, et d'autre part, ils ont aussi un rôle qui peut être positif, dans le sens où ils peuvent faire la promotion de ces droits dans leur relation avec leurs parties prenantes, et notamment, encore une fois, dans leur relation avec leur chaîne de valeur, donc que ce soit avec leurs fournisseurs ou avec leurs sous-traitants. Et je passe tout de suite la parole à Anthony pour un petit quiz. Merci, merci beaucoup, Émile, et meilleurs vœux à toutes et à tous. Alors, désolé pour ma voix, j'ai quelques problèmes de gorge. J'espère que ça sera pas trop pénible à écouter. Et on vous a préparé un petit quiz pour savoir en fait parmi ces droits lesquels font partie des droits fondamentaux. Alors, donc c'est à choix multiple, donc il y a trois questions et vous pouvez répondre dans le chat, hein, n'hésitez pas. Alors, le droit à la non-discrimination, le droit au choix de son genre ou le droit à une alimentation durable. Quel est le droit humain parmi ces trois droits, le droit humain consacré notamment par les grands textes? Ah, on commence à avoir des réponses aussi. Bah, je pense que c'est parfait. Vous avez raison. C'est bien le droit à la non-discrimination. Vous avez un maximum de bonnes réponses. Donc, bravo à vous. Donc, voilà, c'est un droit, en tout cas, que vous avez bien en tête. Deuxième petite question. Ah, attention, ça se complique. Le droit à la liberté d'utilisation des réseaux sociaux. Le droit d'accéder à la technologie. Le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Bravo. Intéressant. Ah, vous avez bon. Le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique, pardon. Alors c'est intéressant parce que selon les générations qui répondent, les plus jeunes, donc vos plus jeunes collaborateurs, par exemple, dans les PME, répondraient plutôt le premier, c'est-à-dire le droit à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est assez intéressant que dans les nouvelles générations, que ça soit ce premier droit qui vienne à l'esprit et non pas le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. En tout cas, merci, vous êtes une majorité de bonnes réponses. Le dernier, le droit à la protection contre le changement climatique, le droit à l'eau, le droit à la sécurité sociale. Attention, ça se complique. Quelqu'un dit aucun des trois. Et puis... non, on n'est pas habitué à ce point-là. Alors, la bonne réponse,
J'attends encore quelques... Alors, la bonne réponse pour cette question, c'est un peu... En fait, il y a deux bonnes réponses, mais historiquement, c'est la 3, parce que historiquement, c'est le droit à la sécurité sociale qui a été reconnu comme droit de l'homme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc en 1948. Et donc, c'est la 3. Mais en fait, le droit à l'eau est intervenu un peu plus tard, dans les années 80-90, comme droit humain fondamental. Donc, en fait, c'était un peu piégeux. Il y avait deux bonnes réponses, mais le texte qui est consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc le texte historique en matière de droits humains, donc le texte de référence, c'est bien le droit à la sécurité sociale. Donc, voilà, droit d'actualité avec ce mois de janvier autour des retraites. En tout cas, merci, vous avez une majorité de bonnes réponses. Alors, on va vous donner quelques principes de base. Donc, quels sont les principes du pacte mondial en lien direct avec les droits humains? De quel grand texte de droit s'inspirent ces principes? Quels sont les enjeux de droits humains pour les entreprises? Derrière les principes du pacte mondial, il y a des grands textes de droit qui défendent les droits humains. Alors, Émile l'a rappelé tout à l'heure, derrière les 10 principes, la majorité de nos principes, en fait, traitent des droits humains en général. Donc, vous voyez nos deux premiers principes. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme. Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violation des droits de l'homme. Vous voyez dans le wording, tout est voilà, c'est une invitation et effectivement, on voit l'entreprise doit vraiment veiller à ne pas avoir d'externalités négatives en matière de droits humains et ne pas participer d'une manière ou d'une autre à des éventuelles violations. Alors, au-delà des principes droits de l'homme, qui sont en fait les principes 1 et 2, nous avons les principes autour des normes internationales du travail. Alors, les normes internationales du travail, c'est lié à l'Organisation internationale du travail, j'y reviendrai plus tard. Et donc, vous voyez, les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective. Alors, dit comme ça en France, ça a l'air facile, mais dans d'autres pays, la liberté syndicale n'existe pas vraiment. Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé obligatoire. Donc effectivement, au niveau de ces fournisseurs, sur certains secteurs, etc., il peut y avoir du travail forcé ou obligatoire. Donc c'est du travail forcé obligatoire, c'est un travail sous la contrainte. Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants. Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Les textes de référence. Alors, vous avez les textes de référence, donc les 2 principes droits de l'homme, les 4 principes normes internationales du travail, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions fondamentales de l'OIT, alors qui étaient 8 jusqu'à mi-2022, maintenant c'est 10, j'y reviendrai, plus en dernier les principes principe directeur entreprise et droits de l'homme de John Ruggie. Vous le voyez. Alors, juste pour un petit point d'information, John Ruggie, donc c'est celui qui a écrit les principes directeurs entreprise et droits de l'homme des Nations Unies. Et c'est également John Ruggie, donc feu John Ruggie qui est décédé il y a un peu plus de 2 ans. C'est aussi avec Kofi Annan, en fait, c'est celui qui a tenu le crayon pour les 10 principes du pacte mondial. Donc, il fait partie quelque part de nos pères fondateurs. Donc, quelqu'un de très important dans la vie du pacte mondial qui a fait avancer la question des droits humains dans les entreprises. Alors, focus sur 2 textes fondamentaux pour le pacte mondial. La Déclaration universelle des droits de l'homme, donc c'est le fondement du droit international relatif aux droits humains, et les 8 ou 10, maintenant j'y reviendrai, conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, donc qui ont été consacrées en 1998. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc elle date de 48, donc c'est le fondement du droit international relatif aux droits humains.
Alors, pourquoi ça a été fait? On est en 48. C'est d'abord affirmer les valeurs mises en avant dans la lutte contre le fascisme et le nazisme. Donc, il y a un comité de rédaction de 18 membres présidé par Eleanor Roosevelt. Le texte final fut rédigé, cocorico, par René Cassin en français. Donc, René Cassin, grand, éminent juriste, voilà, qui venait du sud-ouest de Bayonne, pour autant que je m'en souvienne. Quand? Donc, ça a été adopté, c'était tout jeune, lors de la 3e Assemblée générale des Nations unies, le 10 décembre 1948, à Paris. Donc voilà, les AG de l'ONU ne se faisaient pas à l'époque à New York, mais elles se faisaient à Paris. Quel contenu? Alors le texte énonce les droits fondamentaux de l'individu, leur reconnaissance et leur respect par la loi. Sa version française compte 30 articles. En 1966, la déclaration est complétée par 2 textes, grands textes des Nations Unies. Les Nations Unies produisaient beaucoup de textes à l'époque, donc comme le Pacte international sur les droits civils et politiques et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Quelques exemples pour voir peut-être l'actualité de cette déclaration. Article 4, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 20, toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 22, on revient un peu au quiz. Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Donc, vous voyez, il y avait déjà le droit à la sécurité sociale. Alors, les 8 conventions fondamentales de l'organisation internationale, alors à l'origine, en 98, la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail rendait 8 conventions obligatoires pour tout membre de l'Organisation internationale du travail. Je précise, l'Organisation internationale du travail, c'est un peu l'agence du travail et de la justice sociale au sein des Nations Unies. Donc, c'est une agence extrêmement importante et donc ce sont à la fois les États. Voilà, la France en fait partie, l'Espagne en fait partie, mais également les représentants des employeurs. Donc voilà, l'équivalent du MEDEF ou de la CPME au niveau international et les organisations de travailleurs, donc l'équivalent de la CFDT, mais au niveau international. L'idée était d'établir un plancher social dans le monde du travail. Alors, ce sont derrière des conventions contraignantes, car elles relèvent du droit opposable. Donc, il y a 8 conventions fondamentales. Il y a la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de la négociation collective, donc conventions 87 et 98. Alors, dit comme ça a l'air un petit peu b.a.-ba, mais dans beaucoup de pays, et notamment aux États-Unis, ils n'ont pas ratifié ces conventions 87 et 98. Même chose aux Philippines. Donc voilà, avoir un dialogue social, avoir des syndicats, c'est pas forcément quelque chose de naturel. L'élimination de toute forme de travail forcé est obligatoire, convention 29 et 105. Vous n'êtes pas sans savoir les polémiques qu'il y a autour, par exemple, du travail forcé chez les Ouïghours, les minorités ouïghours en Chine, ou dans le secteur de l'électronique, ou dans le textile. L'abolition effective du travail des enfants, convention 138 et 182. Voilà, il y a souvent d'ailleurs un lien entre le travail des enfants et la corruption dans certains pays, et l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, dont la rémunération. Exemple assez simple, je travaille au Moyen-Orient, qu'est-ce que je fais justement par rapport à l'égalité de salaire pour les personnes, pour les femmes? À ces 8 conventions fondamentales, donc c'est un spoiler, j'en rajouterai 2. Ça a été ajouté il y a très peu de temps, donc en juin 2022. Il y a
2 conventions fondamentales qui ont été ajoutées, qu'elles n'étaient pas fondamentales. Ce sont 2 conventions autour de la santé, sécurité au travail. Donc, vous connaissez très bien cela dans les PME. La santé, sécurité au travail est devenue maintenant une convention fondamentale. Donc, je pourrais vous envoyer les infos donc, par rapport à cela, notamment voilà, autour de la convention 155 de l'OIT. Et donc, la santé au travail est consacrée et devenue fondamentale. Elle est au même niveau que le travail des enfants. Donc, c'est extrêmement intéressant, cette convention, parce que ça touche aussi les chaînes d'approvisionnement. Pour information, l'effondrement du Rana Plaza, si vous vous souvenez, il y a 10 ans, donc cette usine textile qui s'était effondrée au Bangladesh, c'était un problème de santé et de sécurité au travail. L'usine n'était pas aux normes, il n'y avait pas d'évacuation incendie, il n'y avait même pas d'extincteur. Donc, c'est vraiment extrêmement de corruption, effectivement. Il y avait aussi des problèmes de corruption au Rana Plaza. Je remercie Sylvie Tonorieux. Alors, on rajoute 4 conventions d'instruments prioritaires pour aider à l'application des normes. L'inspection du travail, convention 81 et 129. Pour la petite histoire, au Bangladesh, il y a 10 ans, au moment de l'effondrement du Rana Plaza, il y avait, je crois, une dizaine d'inspecteurs du travail. C'est pas beaucoup pour un pays de 80 millions d'habitants. Les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, convention 144, et la politique de l'emploi, convention 122. Donc vraiment, ces conventions de l'OIT sont des conventions extrêmement importantes. Et les pays, j'ai vu tout à l'heure une question sur la loi dans les différents pays d'opération. Les pays et donc qui sont voilà, membres de l'OIT sont censés ratifier ces conventions et surtout de les rendre effectifs dans leur droit national, parce que c'est très bien de ratifier des conventions, mais il peut y avoir un problème d'effectivité du droit et des pays qui peuvent dire bah oui, j'ai ratifié par exemple la convention 29 et 105 sur le travail forcé obligatoire, peuvent ne pas le traduire dans leur droit local, et dans ce cas-là, ça peut poser un problème. L'OIT dit que même si un pays n'applique pas les conventions, c'est vraiment les 10 conventions qui sont universelles et qui sont supérieures en termes de droit. Et donc, ce sont les standards à intégrer pour les entreprises, même si l'État, dans sa loi, donc dans l'état d'opération dans sa loi, ne respecte pas ces principes, parce que c'est vraiment au nom de ces conventions qui sont fondamentales et universelles. C'est vraiment un socle commun pour tout le monde. Donc voilà, à peu près, donc 10 conventions fondamentales. Donc voilà. Je laisse la parole à Cécile sur l'inclusion. Oui, bonjour à tous. Donc, on va maintenant traiter des questions d'inclusion et de diversité, et donc plus généralement la question de la lutte contre les discriminations en entreprise. Donc pour commencer, on peut commencer par une petite définition de la discrimination. Donc une discrimination directe, ça va être la situation dans laquelle, sur le fondement d'un critère mentionné par la loi, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Donc vous pouvez voir ici une liste des motivations de discrimination qui sont interdites. Il y en a beaucoup. Ça peut être l'origine, le sexe, l'identité de genre, l'âge, la situation de handicap, la grossesse, le nom de famille, l'apparence physique. Vous avez vraiment beaucoup de motifs qui constituent des motifs de discrimination et qui sont interdits. C'est la lutte contre les discriminations. Elle va être protégée par la loi. Il y a... Émilie, si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Il y a donc des conventions, que ce soit au niveau international. Sur cette slide, vous voyez un exemple du handicap. Donc, comme je viens de vous le citer, c'est un des motifs de discrimination. Il y a des conventions de l'ONU, il y a bien sûr toutes les conventions fondamentales de l'ONU et de l'OIT, d'une part, que Anthony vient de vous présenter. Pour ne pas faire de répétition, on ne vous les remet pas ici, mais il y a des conventions de l'ONU qui sont spécifiques sur la question du handicap. Donc, par exemple, la convention relative aux droits des personnes handicapées qui a été adoptée en décembre 2006 et qui a été ratifiée par la France en 2010.
Et du côté de l'OIT, en plus des conventions, vous avez des recommandations. Donc, des conventions, c'est des traités internationaux qui vont être juridiquement contraignants et qui peuvent être ratifiés par les États membres. Les recommandations, c'est des textes qui vont s'ajouter à ces conventions et qui vont servir de principes directeurs ayant un caractère non contraignant. Elles fournissent cependant des orientations importantes qui doivent et peuvent être prises en compte. On peut notamment citer dans la liste qu'on vous a indiquée la recommandation numéro 168 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées qui a été publiée en 1983. Après ces traités, ces questions très internationales, il y a bien sûr des traités européens, donc tous les traités fondamentaux de l'Union européenne, que ce soit le traité de l'Union européenne de 93, le traité d'Amsterdam en 97 ou la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2000. C'est des traités au sein duquel sont abordées les questions de lutte contre les discriminations et là, plus particulièrement ici, la discrimination contre les personnes en situation de handicap. Et puis finalement, il y a bien sûr une réglementation française pour protéger ces droits, la Constitution bien sûr, et puis divers articles au sein du Code du travail, du Code pénal et sur la question du handicap plus particulièrement, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Donc là, vous avez une vision très générale de la protection des droits des questions du handicap, mais bien sûr, il y a beaucoup plus de textes, mais on reste vraiment dans le fondamental ici. Ce qui nous intéresse, c'est la question d'agir en entreprise pour la lutte contre les discriminations. Donc, Émile et Anthony vous l'ont rappelé, il y a plusieurs principes du Pacte mondial des Nations Unies relatifs aux droits humains et aux questions de normes internationales du travail. Vous avez notamment le principe 6 sur lequel on peut s'attarder plus particulièrement là dans ce cas-là, donc qui est contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Pour les entreprises, l'objectif, ça va vraiment être de lutter contre la discrimination dans tout type de situation en entreprise. Donc, à partir du processus de recrutement, jusque voilà, tout le processus de recrutement d'une personne dans une entreprise. Mais une fois que les personnes sont salariées de l'entreprise, il y a bien sûr les questions de rémunération, d'heures de travail et de repos, de congés payés, la sécurité de l'emploi, la sécurité sociale et vraiment toutes ces questions de lutte contre les discriminations s'incluent dans tous les principes de droits humains qu'Anthony vous a présentés. On va parler notamment de non-discrimination dans l'emploi. Donc, ça va signifier que les employés sont sélectionnés sur la base de leur capacité à faire le travail et qu'il n'y a aucune distinction, exclusion ou préférence qui va être fondée sur d'autres motifs. Parce que les questions de discrimination, elles vont affecter bien évidemment les personnes qui sont victimes de discrimination au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Et puis surtout, ces questions d'inclusion et de diversité, c'est de vraies opportunités pour les entreprises. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, ça permet aux entreprises d'adopter ce qu'on appelle un management de la diversité, d'employer des personnes qui vont être compétentes, qui vont permettre de challenger les codes et favoriser l'innovation de l'entreprise parce que elles vont être différentes, ce qui va permettre d'apporter vraiment de la diversité au sein des entreprises. Par ceci, ça va aussi permettre de développer les modes de management inclusif. Donc, on revient sur cette idée de management de la diversité avec les luttes contre les discriminations dans tout type de situation en entreprise. Et on va pouvoir agir favorablement sur l'engagement des salariés. Et puis finalement, comme Émile et Anthony vous l'ont dit, ça va permettre aussi de donner des signes concrets de l'action RSE, de la dimension sociale, parce que la RSE d'une entreprise, c'est aussi toute cette dimension sociale, et donc de booster la marque employeur d'une entreprise en montrant qu'on est une entreprise, une PME qui agit vraiment en fonction, pour la diversité et l'inclusion en entreprise. Et je peux vous conseiller un guide, donc vous voyez là la couverture.
C'est un guide de l'OIT qui s'intitule « Promouvoir la diversité et l'inclusion grâce à des ajustements sur le lieu du travail ». C'est un guide pratique au sein duquel vous trouverez des conseils et des outils pour justement mettre en place au sein de votre entreprise ces questions de diversité et adopter un management de la diversité. On peut maintenant continuer, donc toujours sur ces questions d'inclusion, mais on va faire un focus sur la question de l'égalité homme-femme. On peut commencer toujours avec une question de définition. Donc là, on a choisi une définition d'Hillary Clinton, une citation plutôt, mais bon, ça revient à donner une définition de l'égalité homme-femme. Donc, les droits de l'homme sont des droits des femmes et les droits des femmes sont des droits de l'homme. Cette citation, elle est très importante parce qu'elle montre vraiment ce que c'est que l'égalité homme-femme et c'est un droit fondamental qui est reconnu encore une fois dans de nombreuses déclarations et conventions internationales relatives aux droits humains. Et comme vous pourrez le voir sur la slide suivante, la question de l'égalité homme-femme, elle a un objectif de développement durable rattaché à proprement parler. C'est l'objectif de développement durable numéro 5, donc l'ODD 5, qui est spécifiquement dédié à l'autonomisation des filles et des femmes. Il vise à lutter contre les discriminations, donc on revient une nouvelle fois à ces questions vraiment inclusion, diversité, lutte contre les discriminations, donc à lutter contre les discriminations et contre les violences faites aux femmes, à favoriser l'accès des femmes à des fonctions de direction et de décision et à garantir l'accès universel aux droits sexuels et reproductifs. En plus de cette question fondamentale d'objectifs de développement durable 5, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, elle est quand même incluse et transversale à l'ensemble de l'agenda 2030 et elle est nécessaire pour réaliser tous ces objectifs. Et puis, un dernier point de détail, comme vous le savez, les objectifs de développement durable, ce ne sont pas des objectifs qui s'adressent seulement aux États, aux Nations Unies, qui sont vraiment universels, c'est le fondement des principes, et les entreprises ont également un rôle à jouer. Donc forcément, l'objectif de développement numéro 5, ça peut être comme un guide pour les entreprises pour réaliser justement cette égalité homme-femme. Et en plus de ces 17 objectifs, il y a 169 cibles qui sont liées à ces objectifs. Et il y a notamment la cible 5.5 qui est dédiée à la participation et accès aux postes de direction des femmes. Donc l'intitulé exact, c'est garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique. Donc cette cible-là, elle est importante parce qu'elle montre que les entreprises aussi et les PME notamment ont un rôle à jouer dans cette transformation et dans cette atteinte de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour continuer, on vous a proposé un petit quiz. Donc, d'après vous, au rythme actuel, combien d'années faudra-t-il pour réduire l'écart mondial entre les sexes? Vous avez 3 propositions, 61 ans, 132 ans et 257 ans. Alors, je vois que vous êtes nombreux à répondre entre 132 et 257. Et vous avez raison, parce qu'il y avait un petit piège dans cette question. Parce qu'en fait, il y a 2 bonnes réponses. Donc, d'une part, 132 ans et d'autre part, 257 ans. 257 ans d'une part, c'est le temps qu'il faudra pour réduire l'écart général entre les femmes et les hommes. Donc 257 ans, ça correspond environ à 10 générations pour vous donner voilà, une petite idée de ce que ça représente. Et quand on parle d'écart général ici, c'est un écart au niveau économique, donc sur le marché du travail, mais aussi au niveau domestique, donc tout ce qui est ce qu'on appelle le travail du care, le travail domestique. Un écart également au niveau éducatif, accès à des systèmes éducatifs, accès à la santé et accès aux droits, c'est-à-dire une égalité d'accès aux droits entre les femmes et les hommes. Là, encore une fois, on réfléchit vraiment au niveau mondial. Et puis, 132 ans d'autre part, pour combler l'écart économique entre les femmes et les hommes, donc ce qui reste très, très important tout de même.
Maintenant, après vous avoir donné un petit état des lieux au niveau international avec ces 2 chiffres, on peut s'attarder plus au niveau français, où est-ce qu'on en est sur ces questions d'égalité ou d'inégalité entre les femmes et les hommes. Donc, tout d'abord, les chiffres que vous allez voir, ils sont tous issus d'un rapport qui est sorti dernièrement, qui a été publié par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et l'égalité des chances, et qui s'intitule « Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes », que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Donc, d'abord, pour un petit état des lieux, et se donner une idée de ce que représentent les femmes sur le marché du travail en France. Les femmes, c'est 35 millions de personnes en France et les hommes, 32,8 millions de personnes. Sur le marché du travail, c'est une tendance qui s'inverse puisque c'est seulement 14,5 millions de femmes sur le marché du travail contre 15,1 millions d'hommes. Donc, pour traiter cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, on peut déjà parler des questions de rémunération et du parcours professionnel, donc au sein du secteur privé uniquement. Les chiffres que vous voyez ne concernent pas le secteur public, vu qu'on est ici là pour traiter des questions de secteur privé et plus particulièrement des PME. Vous pouvez voir qu'en 2020, les hommes gagnent en moyenne 527 € bruts de plus par mois que les femmes, bien que les écarts de salaire se réduisent. On voit notamment qu'à travail égal, les femmes gagnent aujourd'hui 16,1% de moins que les hommes, mais c'était 18,6% en 2000. Donc, c'est un écart qui se réduit, même s'il est encore très important. On avance quand même dans une progression. Pour vous donner un autre chiffre qui n'est pas sur la slide, pour rester sur ces questions de parcours professionnel, il y a moins de femmes que d'hommes qui dirigent des entreprises indépendantes et leurs revenus d'activité, ils sont généralement moins élevés que ceux des hommes qui dirigent des entreprises indépendantes. Sur la slide suivante, vous verrez la note de l'index égalité professionnelle, parce que comme vous le savez, depuis 2020, toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier leur index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On voit que cette note moyenne, elle a augmenté depuis 2020, elle était de 84 sur 100 il y a 2 ans, et en 2022, donc l'année dernière maintenant, elle était de 86 sur 100. Donc on peut voir qu'il y a encore une progression qui se fait là. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre un 100 sur 100. On voit que c'est seulement 2% des entreprises qui ont répondu, qui ont obtenu cette note maximale, mais il y a quand même une progression qui est à valoriser et à mettre en avant. Et puis, un dernier point qu'on peut aborder sur cette situation en France, c'est la question de la mixité des métiers. En 2021, on voit que les femmes sont majoritairement employées et les hommes sont quant à eux majoritairement cadres ou ouvriers. Cette majorité des métiers, elle progresse quand même depuis 20 ans, donc on est encore sur une progression qui est notable, mais elle reste tout de même assez lente. Et puis, si on traite de ces questions d'inégalité, c'est important de mettre en avant que toutes les crises actuelles, et notamment la crise du Covid, qui perdure mine de rien encore aujourd'hui, elles ont largement creusé ces inégalités qui étaient déjà existantes, mais c'est aussi une manière pour les entreprises d'atteindre cette égalité homme-femme, de comprendre que c'est un facteur de progrès pour les entreprises. Il y a un chiffre qui est très important qu'on n'a pas mis sur les slides, mais c'était pour pas vous assommer de chiffres sur les slides non plus. Donc là, on va repasser à une échelle un petit peu plus internationale, mais d'après une étude de McKinsey qui est parue en 2015, la participation égale des femmes et des hommes à l'économie mondiale permettrait d'augmenter le PIB mondial de 28 000 milliards de dollars d'ici à 2025. Donc ça, c'était des chiffres de 2015 à 2025, mais voilà, pour conclure, on peut dire que l'égalité entre les femmes et les hommes en entreprise, c'est vraiment une opportunité business pour les entreprises et de se réinventer, de repenser leur stratégie avec un management de la diversité. Et donc finalement, comment les entreprises peuvent concrètement agir sur cette question d'égalité homme-femme en entreprise ?
Tout d'abord, vous le verrez sur la slide suivante, il y a les principes d'autonomisation des femmes. Donc, qui sont 7 principes qui fournissent une orientation aux entreprises sur la manière de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est des principes qui ont été conjointement créés par ONU Femmes et le Pacte mondial des Nations Unies en 2010 et auxquels le plus haut dirigeant de l'entreprise peut signer, c'est-à-dire s'engager à mettre en œuvre ces principes au sein de son entreprise. Et puis, finalement, on vous informe également que le Pacte mondial Réseau France lancera à partir du mois de juin, donc les inscriptions se feront à partir du mois de mars, la première édition française du Target Gender Equality, donc un accélérateur sous la même forme que celui que vous êtes en train de suivre aujourd'hui, donc sur 6 mois, pour vraiment se fixer des objectifs d'entreprise en manière de représentation et leadership féminin en entreprise. Et vous aurez à ce propos beaucoup, des informations à venir sur notamment des webinaires d'information et le processus d'inscription à ce programme. Merci beaucoup Cécile et merci beaucoup Anthony, c'était très intéressant. Je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes et je vous invite également, si vous avez des questions, à les écrire directement dans l'onglet Q et R et non pas dans l'onglet discussion, comme ça nous facilitera la lecture en fin de séance. Donc voilà, je vous dis à tout de suite.
Alors, on va reprendre. Et merci, je vois que vous avez été nombreux à poser des questions dans l'onglet QR, donc c'est super, on pourra y répondre à la fin. Alors, maintenant, on va passer au sujet de l'anticorruption et je laisse la parole à Morgane. Merci Émile, bonjour à tous. Merci Émile, Anthony, Cécile pour les éléments fournis en première partie. Je vous propose maintenant d'aborder un autre sujet, même deux autres. Donc, en premier, celui de l'anticorruption, puis après celui du RGPD, de la protection des données personnelles. En ce qui concerne donc l'anticorruption, comme vous l'a rappelé plus tôt Émile, c'est le 10e principe justement du pacte mondial. C'est vrai que c'est un sujet qui a été longuement abordé dans des textes internationaux ou même dans d'autres pays, mais la France n'est pas en reste puisqu'elle a une loi qui est dédiée à ce sujet depuis 2016. Donc c'est la loi Sapin II, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Alors, cette loi, elle a deux pans très importants. Le premier, et donc c'était l'article 6 à 8 de cette loi. Je parle d'article, mais vous allez voir, c'est assez intéressant de conserver un peu cette logique pour la suite. Donc, l'article 6 à 8 de la loi Sapin II a créé le statut de lanceur d'alerte. Je pense que vous en avez tous un petit peu entendu parler désormais. Donc, c'est une personne qui est désormais protégée par le droit français à partir du moment où elle émet une alerte. Et il y a un autre pan qui est important dans la loi Sapin 2, ça va être le pan de l'article 17, qui est justement tout le dispositif de lutte anticorruption que doivent mettre en place certaines entreprises qui rentrent dans certains seuils. Donc, on va aborder ces sujets après. Petit focus sur la loi, sur la partie lanceur d'alerte qui ne s'est pas arrêtée à la loi de 2016 puisque en fait l'Union européenne s'est enquis du sujet et a rédigé et adopté une directive européenne qui a renforcé encore la protection pour les lanceurs d'alerte. Comme c'était une protection qui allait encore plus loin que celle qu'on avait mis en place, on a adopté une nouvelle loi à ce sujet le 21 mars 2022, qui est rentrée en vigueur début septembre 2022, donc très récemment. Et il y a eu un décret d'application qui a été publié le 3 octobre 2022. Donc, c'est assez récent. En tout cas, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet après, mais ça a un peu remodelé le concept de ligne d'alerte à mettre en place dans les entreprises. Donc, je vous parle de corruption. Je pense que c'est assez important de revenir sur la notion même de corruption. La corruption, elle est définie de la façon suivante. C'est-à-dire qu'une personne qui va être le corrupteur va proposer ou consentir un avantage, donc ça va être un cadeau, une invitation, une promesse à une autre personne, qui va être donc le corrompu, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction. Donc, le corrompu, ça peut être une personne publique ou une personne privée. Ça crée cette notion justement qu'on va appeler de corruption publique ou corruption privée. Là, ce que je vous ai décrit comme schéma, quand la personne elle va proposer ou consentir un avantage, on est dans ce qu'on appelle la corruption active. Il y a aussi l'autre aspect qui va être la corruption passive. Là, c'est le fait d'accepter ou de solliciter en échange de l'accomplissement. Donc là, ça va être le corrompu, le fait d'accepter pour réaliser un acte de sa fonction. Là, on vise justement la notion de corruption, mais en tout cas, la loi Sapin II ne s'arrête pas à la pure notion même de corruption. Elle est assez large puisqu'elle couvre également ce qu'on appelle le trafic d'influence. Donc, la corruption, c'était entre finalement deux personnes, le corrupteur, le corrompu. Le trafic d'influence, on va être sur une articulation à trois personnes, puisqu'il va y avoir aussi cette personne qui va proposer ou céder un avantage dans l'actif ou accepter ou solliciter un échange dans le passif.
à une personne corrompue pour que celle-ci aille influencer la décision d'une autre personne pour accorder, par exemple, un emploi, un marché ou toute autre décision favorable au corrupteur. Donc voilà un peu les nuances. Donc on retrouve aussi ces nuances de trafic de corruption, trafic d'influence actif, passif et public, privé, en fonction, là, c'est justement de si la personne qui est corrompue est un agent public ou une personne privée. Donc voilà pour la définition. Donc, voici une carte qui est assez intéressante, qui est l'indice de corruption, de perception de la corruption de Transparency International. Donc ça, c'est l'indice 2021. Pour votre information, l'indice 2022 va être publié normalement d'ici au 31 janvier 2023. En tout cas, on voit bien ici que la France est plutôt dans le jaune, hein, pas nécessairement dans le rouge comme plein d'autres pays. Elle est positionnée, elle a un score de 71 sur 100. Donc, ce n'est pas non plus 100%, bon, il n'y a pas vraiment de pays à 100%, mais il y a quand même un certain nombre de pays qui peuvent avoir un meilleur score, et en même temps, elle est quand même au-dessus du seuil, voilà, souvent on voit un petit peu les pays qui vont être en dessous de 50% et au-dessus de 50%. Pour ce qui est justement pourquoi on s'intéresse à cette carte, donc c'est vrai qu'on ne va pas forcément, nous, se sentir toujours très impacté par le problème de corruption quand on a son activité en France. Le fait est, c'est qu'on peut avoir des fournisseurs, des sous-traitants qui peuvent être localisés dans d'autres pays. Et donc, c'est important justement d'aller vérifier quand on passe par ce type de sous-traitants, quel est leur indice, par exemple, de perception de la corruption selon Transparency International. L'état dans lequel ils ont leur activité a son importance dans la prise en compte des risques de corruption. Alors, comme je vous disais, l'idée, c'est que comment on prend en compte, du coup, la corruption en son sein, en entreprise. Je vous ai expliqué que c'était l'article 17 qui prévoyait que les entreprises qui rentrent dans un certain seuil doivent mettre en place un dispositif anticorruption. Alors, c'est finalement les grosses entreprises qui doivent mettre en place ce dispositif anticorruption, puisque c'est celles qui ont un effectif d'au moins 500 salariés et 200 millions de chiffre d'affaires. C'est quand même des grosses entreprises en France. Ces dernières, elles doivent mettre en place donc, un dispositif anticorruption, qu'on appelle le DAC, qui est composé de 8 mesures. Donc, on va avoir le code de conduite, la cartographie des risques de corruption, les procédures d'évaluation des tiers, les procédures de contrôle comptable, les programmes de formation et de sensibilisation, le dispositif d'alerte interne. Alors ça, c'est intéressant puisque finalement, on avait déjà toute cette notion de dispositif d'alerte dans les premiers articles de la loi Sapin 2 et là, on le retrouve ici. Donc finalement, il y a un peu une interaction quand même entre les deux grands pans de la loi. Les sanctions disciplinaires et un dispositif de contrôle. Donc, comme je vous disais, c'est les grosses entreprises. Ces grosses entreprises, il y a quand même, ma foi, beaucoup d'entreprises en dessous de 500 salariés en France. Donc, quels seraient les intérêts pour ces entreprises en dessous des seuils de se mettre en conformité? Ce sujet a été abordé justement par l'Agence française anticorruption, qui est l'autorité publique qui va aller contrôler la mise en place des dispositifs anticorruption chez nos entreprises qui rentrent dans les seuils. Justement, ils ont abordé le sujet dans ce guide qui est assez bien fait. Je vous conseille vivement sa lecture. Il est assez pratique. Donc, comme il peut l'aborder, certes, les PME n'ont pas l'obligation légale de mettre en place des mesures anticorruption, mais elles y ont intérêt. Alors, pour se positionner de façon plus favorable auprès de leurs clients, parce que c'est vrai que les entreprises de moins de 500, les PME peuvent être sous-traitantes, fournisseurs de plus grosses entreprises. Ces entreprises donneurs d'ordre, elles, peuvent être dans les seuils. Et comme je vous le montrais juste avant,
elles ont une mesure qui est quand même très importante qu'elles doivent mettre en place, c'est le contrôle de leurs tiers. Aller vérifier l'intégrité de leurs tiers. Elles vont mettre en place des process assez évolués. Donc, vous pouvez faire face justement à des demandes de ces donneurs d'ordre d'attester de votre intégrité sur le sujet de la corruption. Ensuite, ça peut aussi augmenter les chances d'obtention de financement, parce qu'il n'y a pas que les donneurs d'ordre, il y a aussi tout ce qui est les organismes financiers, les fonds d'investissement ou les banques qui vont de plus en plus regarder à qui elles vont prêter de l'argent et par rapport aux activités qu'elles ont. Donc, pouvoir démontrer votre intégrité auprès de ces derniers, ça peut permettre d'obtenir plus facilement des financements. Ça permet de préserver la réputation parce que quand bien même on peut se dire qu'il y a peu de chances qu'on fasse face à un cas de corruption chez soi, le jour où il y en a un, eh ben, ça atteint gravement la réputation de l'entreprise. Donc, ça vaut quand même le coup de se préparer à minima. Et ça permet aussi d'augmenter sa compétitivité et d'optimiser sa gouvernance. Qu'est-ce qui est visé ici? C'est le fait de mettre en place des mesures anticorruption en entreprise. Ça permet de s'interroger sur ses façons de faire en interne. En fait, on se repose des questions sur ses propres activités, sur des choses qui peuvent être en place depuis très longtemps, ses façons de faire. Et ça donne l'occasion justement d'optimiser et sécuriser et de rendre plus efficaces certains de ces process. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu après. Et donc de préserver sa réputation par la même, sa compétitivité, sa réputation par la même occasion. Alors, comment vous, PME, vous pouvez mettre en place justement des actions en interne pour démontrer votre intégrité par rapport à la corruption? Donc, il y a un principe qui est vraiment très important, qui va être d'abord l'engagement du dirigeant. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est voilà, c'est que lui soit vraiment convaincu par les sujets, ça va influer tout le reste. C'est vraiment fondamental. On peut difficilement mettre en place, même pour les grandes entreprises, un dispositif anticorruption ou quelque chose de moins formalisé sans que le dirigeant, lui, soit convaincu de l'intérêt de se mettre, de démontrer son intégrité par rapport au risque de corruption. C'est possible du coup de communiquer, de prendre des engagements et de communiquer dessus. Bien évidemment, la prise communiquer sur ça ne suffit pas de communiquer sur ces engagements, il faut quand même mettre en place un minimum de choses en son sein pour démontrer qu'on répond bien à ces engagements. Donc comment? L'idée, c'est d'abord de connaître ces risques. Donc, c'est vrai que dans l'article 17, on préconise, enfin, c'est pas préconise, on est obligé de mettre en place une cartographie des risques de corruption. Là, ça peut être préconisé justement de cartographier ces risques, au moins en tout cas, essayer de creuser le point, d'aller quand même, de ne pas se dire forcément tout de suite, non mais c'est bon, je sais que je n'ai pas de corruption. C'est quand même aller s'interroger. Est-ce que potentiellement j'ai des risques de corruption? Et aller regarder dans justement vos activités d'export ou de relations avec les donneurs d'ordre, les intermédiaires commerciaux. Les intermédiaires sont très présents, justement d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que fait nos équipes justement pour identifier et au moins connaître déjà ces risques. Et après, on va prendre des mesures pour gérer ces risques. Donc, c'est là où ça va peut-être aussi répondre à certaines questions que j'ai pu passer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ces risques? Donc, par exemple, ça peut être rédiger un code de conduite pour son personnel. On va essayer de guider son personnel. En général, rédiger un code de conduite sans rien de plus, ce n'est pas certain que le personnel aille le lire assidûment. Donc, en complément, c'est très important d'aller sensibiliser et former les personnels. Et justement, ça pour le démontrer à d'autres par rapport à vos actions anticorruption, démontrer que vous avez été sensibilisé et formé, garder vos supports, le faire régulièrement, etc. C'est un très bon point et qui démontre quand même votre implication sur le sujet. C'est aussi aller évaluer l'intégrité des partenaires. Je l'ai vu sur aussi d'autres commentaires qui étaient plus sur
de façon générale aussi les droits humains. Là, l'idée, c'est justement d'aller vérifier que vous travaillez avec des partenaires intègres. Certes, vous n'avez peut-être pas l'obligation d'aller mettre en place un process de vérification de tous vos tiers, mais au final, ça vaut quand même le coup d'aller vérifier avec qui vous êtes susceptible de travailler, puisque si vous travaillez avec un partenaire qui n'est pas intègre, ça risque de contaminer vos pratiques également. Donc, ça ne vaut pas le coup de se laisser finalement se dire « Ah bah non, mais en fait, c'était mon sous-traitant qui avait ces pratiques-là, pas nécessairement moi, mais ça a contaminé finalement l'activité. » Donc, ça vaut quand même le coup d'aller vérifier ça et d'essayer de lier, d'engager ces tiers-là par le biais contractuel, notamment quand vous négociez avec eux. Donc, voilà. Dans tous les cas, même si l'article 17 parle d'un dispositif d'alerte interne, mais en fait, dans tous les cas, même si quand vous êtes en dessous de 500 salariés, là, c'est un peu le deuxième pan de la loi Sapin 2 et je vais l'aborder un peu plus précisément après. De toute façon, vous devez mettre en place un mécanisme d'alerte. Puisque désormais, à partir de 50 salariés, vous devez mettre en place un mécanisme de recueil des signalements et de traitement des signalements. Et même quand vous êtes en dessous de 50 salariés, on verra après, même si le traitement peut être au cas par cas, il faut permettre quand même la réception des alertes. Ensuite, vous partez, finalement, il faut se dire que vous ne partez jamais de zéro non plus pour la lutte, pour mettre en place des actions de lutte anticorruption. Et là, je vais parler justement des contrôles comptables. Parce que, je veux dire, des entreprises d'une petite taille vont mettre en place des contrôles comptables, internes ou externes. Souvent, ça peut être externalisé. L'idée, c'est d'aller justement dans ces contrôles comptables, ajouter cette notion de corruption pour aller s'assurer que les vérifications sont bien menées. En effet, finalement, c'est tout bête, mais on le voyait dans la notion de corruption, un cadeau, une invitation, des choses comme ça, ça se transcrit en note de frais et ça va dans la comptabilité. Donc, le contrôle comptable est un vrai moyen de pouvoir aller chercher des risques de corruption et les atténuer. Et comme je dis, vous ne partez pas de zéro, donc le tout, c'est justement d'aller un peu adapter ces contrôles pour prendre en compte la notion de risque de corruption. Et aussi, s'il y a des faits de corruption, notamment avérés, vous pouvez sanctionner. Qui dit sanction, dit nécessairement que ça soit prévu dans le règlement intérieur. Donc, l'idée, c'est d'aller adapter aussi. Bon nombre d'entreprises de moins de 500 salariés, évidemment, ont un règlement intérieur. Donc, c'est d'aller prévoir dans ce dernier les comportements qui seraient justement sujets à sanction dans votre sein. Petit focus sur le mécanisme d'alerte. Parce que là, c'est vrai qu'on a un petit peu une subtilité d'application. Comme je vous disais, c'est à la fois prévu dans l'article 6 à 8, et puis finalement, on le retrouve dans l'article 17. On le retrouve dans d'autres lois, par exemple la loi sur le devoir de vigilance. En fait, l'article 6 à 8, ça a été vraiment le régime général qui a été implémenté en droit français et ça va un petit peu justement influencer tout le reste. Donc, comment on s'articule justement quand on est soumis aux deux, ou de toute façon, on n'est même pas obligé de mettre le dispositif d'alerte interne puisqu'on n'est pas soumis à l'article 17. Il faut mettre en place un mécanisme de recueil et de traitement des signalements. Alors, je reviens sur la notion de lanceur d'alerte en elle-même. Le lanceur d'alerte, ça va être une personne physique qui va émettre un signalement et finalement, c'est beaucoup plus large et ça va rejoindre les sujets de Cécile, Anthony et Émile, pas du tout seulement sur les sujets de corruption. Ce n'est pas parce que c'est dans la loi Sapin 2 qu'en général on associe à la loi de lutte contre la corruption que ça ne concerne que la corruption. C'est là où c'est un régime général qui va tout couvrir. Les lanceurs d'alerte peuvent signaler un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation, une tentative de simulation d'une violation des normes.
Le fait est, c'est que et ça c'est une nouveauté de la loi de 2022, quand le lanceur d'alerte agit, enfin en tout cas émet son signalement dans le cadre de ses activités professionnelles, désormais il n'est plus obligé d'avoir personnellement connaissance des faits. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté, c'est pour ça que ça élargit vraiment la protection de ces derniers. Par contre, quand les informations sont obtenues en dehors des activités professionnelles, là, pour le coup, il faut avoir eu personnellement connaissance des faits. Donc, c'est quand même des notions très subjectives, donc ça donnera lieu à jurisprudence et on verra comment ça sera tranché. En tout cas, le lanceur d'alerte, ce qui est très important, c'est qu'il doit agir sans contrepartie financière et de bonne foi. Il y a aussi notions subjectives qui seront sujettes à interprétation. Justement, comment on fait pour recueillir et traiter les signalements? C'est la slide suivante. Merci. Désormais, donc, la nouvelle loi de 2022, elle impose aux entreprises de mettre en place un mécanisme de recueil et une procédure de traitement des signalements, en tout cas pour les entreprises de plus de 50 salariés. Le fait est, c'est que la formulation de l'article 8 de la loi 52 n'exonère pas les entreprises de moins de 50 salariés par rapport au recueil des signalements. Comme je vous disais, certes, là, elle n'est pas obligée de mettre en place une procédure de traitement des signalements, mais dans tous les cas, elle doit permettre le recueil des signalements par le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l'employeur ou un référent qui a été désigné. Donc, comment on recueille? En pratique, c'est prévoir une boîte mail qui est dédiée au recueil des signalements. Bien évidemment, quand vous êtes une entreprise qui peut être beaucoup plus grande, ça peut être une plateforme externe, un logiciel de gestion, etc. Mais en tout cas, ça peut être très simple. Et quand vous avez plus de 50 salariés, en plus du recueil de cette boîte mail ou procédure, vous devez mettre en place une procédure de traitement. En fait, là, la nuance entre moins de 50 et plus de 50, c'est que vous devez processer le traitement des alertes. Et donc, du coup, la procédure, elle va préciser les personnes en charge d'examiner le signalement, les modalités d'examen du signalement, les garanties de protection de l'auteur des signalements. Dans tous les cas, on fait attention aux bonnes mentions RGPD. On va aborder le sujet juste après. Mais voilà, la nuance, elle est dans le process. Pour finaliser un peu le sujet de la lutte anticorruption, surtout quand on est en dessous de 500 salariés, il faut vraiment garder en tête, parce que en dessous de 500, on peut avoir des entreprises de 10 personnes comme de 450 personnes. La nuance, elle est vraiment finalement très large. Dans tous les cas, on adapte les mesures, les process qu'on veut mettre en place, toutes les actions, on les adapte à sa taille et à ses enjeux. D'où l'importance quand même de connaître ces risques en premier et on agit en fonction aussi de sa taille. En tout cas, s'il est important de veiller à son intégrité, c'est pour des bonnes raisons, puisqu'il y a des sanctions qui sont prévues sur le sujet. Alors, pour les entreprises qui sont soumises à la loi Sapin 2, nécessairement, il y a des sanctions administratives, donc là, qui vont concerner que les entreprises de plus de 500 salariés. Donc là, pour le coup, en dessous de 500 salariés, vous n'avez pas nécessairement de sanctions administratives. Néanmoins, un fait de corruption, tout simplement, c'est puni pénalement. Donc, il y a des sanctions pénales. Je vous ai ici mis les sanctions, les amendes qui peuvent être les sanctions pénales du code pénal, à savoir qu'une personne morale, parce que là en général on voit d'abord la corruption pour une personne physique, mais pour une personne morale, l'amende elle va être multipliée par 5. Donc finalement ça peut s'élever et il ne faut pas oublier la responsabilité pénale du dirigeant lui-même. C'est vraiment important. Il y a une autre petite sanction pénale aussi qui est importante de voir, c'est lié au dispositif d'alerte, qui est prévu par l'article 13 de la loi Sapin 2. C'est que le fait de faire obstacle à la transmission d'un signalement, c'est puni pénalement. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Donc, c'est important, comme je vous disais, de prévoir le recueil des signalements, puisque il ne faudrait quand même pas tomber dans le j'ai fait obstacle à la transmission du signalement. Donc, voilà. Voilà pour la partie anticorruption. Je me rends compte que j'étais assez longue. Je me dépêche pour la partie RGPD, ça va être un petit peu plus rapide. La partie, alors pourquoi je vous parle là de protection des données personnelles dans la présentation de ce jour? Tout simplement parce que la protection des données personnelles, c'est un droit humain, c'est la protection de la vie privée. C'est un droit qui, au vu du contexte dans lequel on évolue, est de plus en plus important. On est dans un contexte de révolution numérique où il y a de plus en plus de données. Les données, c'est le fonds de commerce de beaucoup d'entreprises. Donc, c'est très important de les protéger pour protéger la vie privée des utilisateurs. On a une réglementation sur le sujet qui, depuis donc, 2018, donc la slide suivante, nous avons un règlement européen sur la protection des données. Un peu comme pour lanceurs d'alerte, on avait déjà une loi en France depuis 1978 et ça a inspiré l'Union européenne qui a pris une directive, puis un règlement. Donc, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Ça va être une donnée qui va se rapporter à une personne physique, identifiée ou identifiable. Ce qui est très important, c'est le concept de pouvoir identifier une personne, directement ou indirectement. C'est-à-dire, parce qu'une adresse mail, il va y avoir jeandupont@gmail.com, voilà, on l'identifie. Mais ça peut être indirect, c'est là où on considère qu'une adresse IP ou un numéro client va être une donnée personnelle. Donc, du coup, petit aparté, mais une adresse email professionnelle, à partir du moment où elle est identifiante, c'est une donnée personnelle. Donc, dans tous les cas, même si ce n'est pas que par rapport à vos activités, toutes les données RH vont aussi être couvertes par la protection des données personnelles. Pourquoi c'est intéressant de se mettre en conformité ? Tout d'abord, c'est la slide suivante, ça permet d'optimiser et valoriser le patrimoine immatériel. Comme je vous disais, pour les entreprises, pour beaucoup d'entre elles, c'est les données de leurs clients, c'est leur fonds de commerce. Donc, ça a une valeur, ça représente la valeur immatérielle de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une logique très importante de mieux gouverner ces données, de mieux gérer ces données en son sein. Et ça permet aussi, du coup, d'aller creuser un petit peu au niveau de la sécurité informatique, etc. C'est assez vertueux parce que, du coup, on va revoir aussi la façon dont on traite ces données, un peu qui a accès, qui fait quoi exactement. On a une meilleure visibilité sur ces données et ça permet un peu comme les mêmes arguments finalement que la loi Sapin 2, d'optimiser sa gouvernance interne et ses process internes. Et ça permet bien évidemment de préserver sa réputation. C'est aussi une démarche RSE, puisque, comme je vous disais, les données RH sont aussi des données personnelles. Donc, c'est aller justement chercher la synergie, la collaboration des équipes, en tout cas le fait de dire « OK, mes données sont respectées ». L'attractivité, en fait, par des collaborateurs. Et aussi, on oublie souvent que stocker des données, c'est très énergivore. Et donc, du coup, faire un petit nettoyage des fois qu'on n'a pas de données non plus, sans que qu'on a beaucoup de données, sans que ça soit qu'une pure logique réglementaire, c'est aussi une façon d'optimiser ses coûts environnementaux liés au stockage des données. Donc là aussi, il y a un certain nombre de sanctions. Et alors là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que là, pour le coup, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas d'histoire de seuil. Donc là, tout le monde est concerné. Tout le monde peut avoir une sanction de l'autorité française qu'on appelle la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté.
Je vous assure que c'est pas que le RGPD n'a pas d'impact que sur les Google, Microsoft et autres GAFAM. Il y a eu des cas de sanctions de micro-entreprises qui ont pu avoir par exemple une amende de 20 000 €. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. En tout cas, ça peut aller, je vois qu'il y a une typo parce que c'est jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel. Et il peut y avoir aussi la publicité de la décision, donc impact réputationnel. Et il ne faut pas oublier que ça peut être aussi l'objet de sanctions pénales. Par exemple, si vous dites que vous traitez des données pour tel objectif, en fait, pas du tout, et vous réutilisez les données sans respect du tout du consentement de l'utilisateur pour complètement d'autres raisons, ça peut être pénalement répréhensible. Voilà pour le sujet, j'ai abordé rapidement. Oui, alors du coup, il y a un petit acteur très important hein, dans le RGPD qu'on appelle le DPO, le délégué à la protection des données, qui est un peu la personne couteau suisse qui va permettre justement d'aider à la conformité, puisque c'est des sujets très transverses, et qui va être aussi l'interlocuteur de la CNIL privilégié. Donc, le DPO peut être interne ou externalisé. Voilà. Merci beaucoup, Morgane. C'était super intéressant, très clair. Avant de répondre aux questions, on va faire un petit point de conclusion avec quelques points à retenir, du moins les plus importants. Donc voilà ce que je propose. Quelques points, encore une fois, exhaustifs. Non inexhaustifs plutôt. Donc les droits humains sont inhérents à tous les êtres humains. Ils sont définis dans les textes fondamentaux sur lesquels le pacte mondial se fonde, notamment, comme on l'a vu. Les entreprises sont invitées à agir en faveur des droits humains, par exemple en luttant contre toute forme de discrimination. Et d'ailleurs, Cécile nous a donné quelques exemples de bonnes pratiques à mettre en place. L'égalité femmes-hommes est un droit humain fondamental qui est reconnu dans de nombreuses déclarations et conventions relatives aux droits humains. Et sur le sujet plus d'anticorruption, on a vu que les PME n'avaient pas l'obligation légale de mettre en place des mesures, mais elles ont un fort intérêt à le faire, notamment dans tout ce qui est en lien avec leurs opportunités de business. Et enfin, le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne et il permet de développer les activités des entreprises en se fondant sur la confiance des utilisateurs. Donc, encore une fois, c'est à la fois un impératif moral, une démarche RSE, mais c'est également une opportunité business, économique pour les entreprises. Et je pense que c'est aussi ce qu'on peut retenir de cette session, c'est qu'on a à la fois des impératifs moraux. Le respect des droits humains, c'est bien évidemment obligatoire d'un point de vue légal, d'un point de vue moral, mais ça peut aussi, et d'ailleurs c'est ça qui est important pour vous PME, vous permettre de développer vos offres d'un point de vue plus responsable, plus soutenable, et donc de vous différencier. C'est ça qu'on vous propose de retenir. Petit point sur les prochaines étapes, encore une fois, avant de répondre aux questions. Donc, on était sur la 3e session et qui clôture ce premier module d'introduction aux grands enjeux du développement durable. Dès le mois prochain, on passera au module 2, qui a pour objet de vous aider à construire ou à structurer votre stratégie RSE. On a un peu changé les modalités. Vous allez le voir, je vous ferai un mail dans les jours qui arrivent pour vous expliquer en fait que les sessions d'1h30 vont passer à 2 heures. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la possibilité d'être en groupe d'entreprise. Vous serez aussi répartis par secteur d'activité. Donc, vous allez pouvoir travailler, échanger avec vos pairs pour justement travailler sur la construction, la structuration de votre démarche RSE. Donc, vous allez voir, ça va être assez intéressant. On débutera avec l'identification des enjeux prioritaires et la fixation des objectifs. Et on va pouvoir répondre aux questions et je vous invite aussi à répondre à la petite enquête, le petit sondage de satisfaction qu'on fait à chaque fois. D'ailleurs, je remercie les entreprises qui ont répondu aux 2 derniers. Ça peut vraiment nous aider à améliorer notre programme, donc n'hésitez absolument pas. Et on va passer aux questions. Donc, je vais essayer de les répartir en fonction du champ de compétences de chaque participant. Donc, première question. Comment prouver concrètement que l'entreprise lutte contre la corruption, le travail des enfants et le travail forcé? J'imagine qu'un contrat de travail ne suffit pas et le règlement interne non plus. Je ne sais pas si Anthony ou Morgane, vous avez des éléments de réponse. Du coup, je pense que dans ma partie, avec les exemples que j'ai pu donner pour mettre en place les actions de corruption, de lutte contre la corruption, ça peut répondre à
à cette question, c'était notamment justement, en effet, des codes de conduite à destination des salariés, des sensibilisations de ces derniers, la prise en compte de la corruption dans le règlement intérieur, voilà, pour la partie salariée et vis-à-vis des tiers, justement le contrôle à minima et notamment par le biais des contrats des sous-traitants, fournisseurs, aller vérifier leur intégrité. Et aussi le dispositif d'alerte qui concerne beaucoup plus d'entreprises que celui de l'article 17. Voilà, si ça a répondu à la question. Merci Anthony, tu as une remarque à ajouter? Non? C'est très clair. Super. Deuxième question, envoyez-vous le replay automatiquement à tous les participants? Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va mettre le replay et la présentation complète sur l'intranet du Pacte mondial Réseau France. Je vous enverrai la démarche pour y accéder par mail. Donc, vous pourrez y retrouver à la fois le contenu de cette session, le contenu des sessions précédentes, et plein d'autres contenus exclusifs qui sont ouverts aux participants du Pacte mondial en France. Je vous enverrai la démarche par mail et je vous enverrai aussi une petite synthèse de cette session par mail. Donc, troisième question identique. Question qui a été répondue par Anthony. Les pays membres, ah non, je ne pense pas. Les pays membres de l'ONU ne sont-ils pas tenus de signer tous les articles des déclarations, typiquement celles de l'OIT? Alors, pour répondre à la question, les Nations Unies comptent 193 pays et l'Organisation internationale du travail, qui est l'agence de la justice sociale et du monde du travail des Nations Unies, compte 187 membres. Donc, il y a un petit décalage de 6 membres. Exemple, la Corée du Nord est membre de l'ONU, mais pas de l'OIT. Alors, les États membres de l'ONU ou a fortiori ceux de l'OIT ne sont pas tenus de ratifier toutes les conventions de l'OIT, mais elles sont quand même vivement encouragées à le faire. Le pays qui a le plus signé les conventions ou ratifié de conventions à l'OIT, je rappelle qu'il y en a 189 en tout, la dernière en date étant la convention 189 sur le harcèlement sexuel, donc qui n'est pas fondamentale, mais c'est une convention. Et c'est l'Espagne qui a ratifié le plus de conventions. Et donc oui, c'est vivement encouragé. Et les juristes disent que à partir du moment où il y a eu une convention qui a été proposée et donc qui a été adoptée par la conférence internationale du travail qui a lieu chaque mois de juin, eh bien ça s'applique à tous les pays, y compris les pays qui n'ont pas été, qui n'ont pas ratifié cette convention, pour vraiment le côté universel. Donc voilà, il y a parfois des querelles de juristes entre ceux qui pensent que l'OIT est totalement, les conventions de l'OIT sont totalement universelles et d'autres disent non, c'est la loi qui s'applique dans le pays, mais non, ils sont pas tenus. Il n'y a malheureusement pas encore un tribunal international du travail. Merci Anthony. Une question pour toi Cécile. Bonjour, pouvons-nous avoir accès à des informations et des pistes de lutte contre les discriminations sociales, raciales et religieuses? Oui, alors je vois que le temps tourne, donc je vais essayer de répondre rapidement en disant que le guide que je vous ai présenté très rapidement juste avant de l'OIT est très bien fait à ce sujet. On va notamment l'ajouter également, donc comme la session, le replay de cette session et les slides de cette session sur l'intranet du Pacte mondial Réseau France. Et on va aussi essayer de vous trouver d'autres guides et d'autres contenus pour pouvoir vous fournir des infos et ces pistes d'action concrètes sur ces questions-là. Et je vois la question suivante aussi qui traite de la question égalité homme-femme dans des secteurs comme certaines industries avec des métiers très physiques, ce qui donne du coup un coût à l'index d'égalité en dessous de 70 points. Donc, comment traiter cette question? C'est des questions en effet qui peuvent être plus compliquées à traiter en fonction du secteur dans lequel on travaille. C'est des questions qu'il faut poser, comme je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, dès le processus de recrutement avec de la non-discrimination à l'emploi, en donnant aux femmes et aux hommes les mêmes chances, la même égalité des chances pour pouvoir travailler dans telle ou telle entreprise. Et après, c'est aussi des questions d'accès à des postes de direction, ça qui ne dépendent pas du secteur de l'entreprise. Donc voilà, c'est beaucoup de petits points comme ça. Et après, sur la question plus spécifique des secteurs et de certaines industries dans lesquelles ça peut être
plus compliqué. C'est des questions qui sont abordées notamment qui seront abordées dans l'accélérateur Target Gender Equality dont je vous ai parlé juste avant. Et dans la même idée, le Pacte mondial des Nations Unies vient de lancer un compte à rebours jusqu'à la Journée internationale des droits des femmes, donc qui se tiendra le 8 mars. Et du coup, du 1er février au 8 mars, il va y avoir 6 semaines de contenu qui vont être ajoutés sur le Pacte mondial, l'Académie du Pacte mondial des Nations Unies, donc auquel vous avez tous accès. Et il va y avoir aussi des webinaires en direct, en live, avec des entreprises de plusieurs secteurs différents qui témoignent de comment elles ont mis en œuvre des actions pour cette question égalité hommes-femmes. C'est des contenus qui seront en français ou traduits en direct en français. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le LinkedIn du Pacte mondial et je vais vous le mettre également dans le chat. Mais voilà, vous pourrez avoir des témoignages par industrie et je pense que ça pourra vous être utile. Merci beaucoup, Cécile. Je vois une question aussi qui est intéressante et qui concerne comment ça se passe lorsqu'une entreprise a un écart inversé, c'est-à-dire qu'elle a par exemple plus de femmes que d'hommes dans son entreprise. Comment elle se positionne par rapport à l'ODD 5? Oui, alors c'est vrai que j'avais vu cette question. Est-ce qu'on peut considérer que l'on ne respecte pas l'ODD 5? Alors les objectifs de développement durable, c'est pas vraiment on respecte ou on respecte pas. C'est vraiment comme leur nom l'indique, c'est des objectifs, donc c'est un horizon à atteindre d'ici 2030. Et l'entreprise, elle va contribuer à son échelle à cette réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes à l'échelle vraiment mondiale. Donc si je vois que ça, vous avez discuté après dans le chat de à quel point avoir plus de femmes que d'hommes, ça peut avoir un impact sur l'index égalité. Si vraiment on reste sur la question des objectifs de développement durable, il faut... Ça va être, enfin, c'est plus compliqué que de dire en ayant plus de femmes que d'hommes, on ne respecte pas l'objectif de développement durable. Il faut, si vous avez le temps, de regarder les sous-cibles de cet objectif et vous voyez que il y a des cibles sur les luttes contre les discriminations, les luttes contre les violences faites aux femmes, l'accès à des postes de direction, la lutte contre le harcèlement en entreprise. Et c'est toutes ces choses qui vont être mises en œuvre au sein de l'entreprise qui vont vous permettre de dire on contribue à l'objectif de développement durable numéro 5, plutôt que de dire on a tant de femmes, tant d'hommes, même si bien sûr viser l'égalité des hommes et des femmes, c'est aussi bien sûr un objectif central de cette ODD, mais de manière, je veux dire, il y a plein de sous-cibles et sous-objectifs qu'il faut aussi prendre en compte. Bon, c'est une question très intéressante et très vaste à laquelle j'essaye de répondre rapidement, donc j'espère que j'aurai quand même répondu à votre interrogation, mais le temps file. Bien, merci à tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, à nous les envoyer par mail, on pourra y répondre au cas par cas. C'était un plaisir de co-animer cette session avec vous trois. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir animé cette session. Je vous dis à vous participants, rendez-vous dans un mois pour donc les sessions animées, encore une fois, pendant lesquelles vous aurez l'occasion de participer et de travailler avec d'autres entreprises. Ce sera assez intéressant, je pense. Et d'ici là, à la prochaine. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir, merci Émile. Au revoir, merci beaucoup à tous. Au revoir.